Voilà. Et puis, je vais essayer de partager mon écran. Alors, partager mon écran. Voilà. Dom, tu peux me dire si c'est bon ou pas? OK. Donc voilà. Donc on est sur cette cartographie systémique des vigilances, d'accord? Et on voudrait bien évidemment vous expliquer le mot systémique. Pourquoi ça nous a semblé important de dire systémique? Alors après, on peut aussi dire, mais ça c'est un peu en aparté, que cette carto, on l'a presque mis au féminin. Pas au féminin, pardon, Christelle. On l'a presque mis au pluriel. Et on aborderait bien le sujet des cartographies. Bon, voilà, ça c'est un sujet. Donc, et pourquoi, et pourquoi ça ne marche pas? Voilà. Donc là, la première partie, c'était de vous partager en fait une, euh, une réflexion sur entre expérience et expertise. Et entre expérience et expertise, l'histoire, c'est comment est-ce qu'on pourrait capitaliser le fruit de notre expérience. Et en fait, par ça, on voudrait faire un éloge du débriefing. Et c'est un peu pour ça qu'on n'est pas très d'accord avec le 3 par 3, c'est-à-dire qu'on pense qu'il faut qu'on fasse évoluer le 3 par 3 pour y intégrer le débriefing. Donc là, c'est juste une réflexion en cours, ça vient de la roue de Ming, et ça, c'est juste un point de départ. Ce qui est important pour moi là à dire, c'est que, regardez, on est dans une logique de progression, il y a une pente, et en fait, c'est quatre éléments. Donc, c'est la notion de plan, c'est la planification, la réalisation, vérification et amélioration. Et puis, il y a une cale. Euh, les gens dans des entreprises sont largement familiarisés avec ça parce qu'ils le retrouvent tout le temps, c'est les logiques de qualité. Alors, nous, avec Dom, on n'est pas très proche des qualiticiens, parce que les qualiticiens, ils ont beaucoup de schémas, beaucoup de trucs, et le facteur humain, il n'est pas très présent dans on va dire, dans ce type de réflexion. Par contre, ce qui est important, c'est que c'est une démarche d'amélioration continue. Et c'est une démarche d'amélioration continue par des actions successives. Et en fait, c'est une roue qu'il s'agit d'enclencher et les différents éléments de cette roue, donc il s'agit de les enclencher jusqu'à son final pour après faire une cale de progrès qui nous permet d'avancer. Donc voilà, ça c'est un peu le. Alors est-ce que j'arrive à faire marcher? Ah, j'arrive pas à faire marcher mes trucs. Excusez-moi. Voilà. Donc comment dire? Ça c'est la même représentation, mais avec nos histoires à nous et avec la carte des vigilances. Et là, par exemple, j'ai regrouper débriefing et capitalisation. Ce n'est pas tout à fait les mêmes choses. Et en fait, on a d'autres représentations qui, qui comment dire, qui, qui sépareraient les deux. Parce qu'en fait, le débriefing, c'est dans l'action pure, c'est-à-dire on fait notre balade, d'accord? Donc d'abord, il y a la planification, et là, la carte des vigilances est très présente. Ensuite, on est dans l'activité de terrain, qui éventuellement remet en question la carte des vigilances, parce que c'est le terrain, et que le terrain, c'est le terrain, il y a plein d'incertitudes. Et après, dans le débriefing est vraiment un élément hyper important de, comment dire, de, de ce processus de qualité, et c'est vraiment très important dans cette cartographie des vigilances. Donc c'est pour ça qu'on retrouve Retex, c'est pour ça qu'on retrouve le radar du faire ensemble, et la capitalisation se retrouve dans cette cale de capitalisation des expériences. Donc voilà, et là, il y a une réflexion qui est quel sens donner à la pente, d'accord, cette pente où cette roue progresse, et bien en fait, on peut soit l'aborder du point de vue des performances. J'ai envie d'augmenter les performances du groupe, hein, on parle toujours du groupe. J'ai envie d'augmenter les apprentissages du groupe ou j'ai envie d'augmenter la sécurité du groupe. Et en fait, ce qu'on remarque, et là aussi, Dom le dira de manière différente, c'est que la notion de plaisir, elle est
elle est toujours présente. Dans les performances, ben oui, si j'augmente mes performances, si le groupe augmente ses performances, euh, on, on est dans une logique de plaisir. Si dans les apprentissages, les différentes personnes apprennent des choses et sont plus conscientes, etc., etc., il y a du plaisir. Et si moi, je vois mes voyageurs, mes clients ou mes amis progresser dans ce que je leur propose, bien évidemment qu'il y a du plaisir. Et la sécurité aussi, si je sens que, si je vois que les groupes dans lesquels j'évolue ont le niveau de sécurité, le niveau de conscience est augmenté, forcément il y a du plaisir. Donc, la cartographie des vigilances n'est pas simplement un outil qui diminuerait l'accidentologie. C'est aussi un outil qui se place d'un point de vue de l'ensemble du groupe et d'un point de vue de ce plaisir éprouvé. Dom, il le dira de manière différente. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire au final? Que ça vaut peut-être le coup de se mettre en mouvement, quoi. Et surtout, de répéter sortie après sortie l'ensemble du processus jusqu'au débriefing. Voilà. Donc là, on a une autre présentation qui se veut avec la carto des vigilances qui est au milieu. Pourquoi? Parce qu'on la retrouve dans la planification, on la retrouve dans l'activité de terrain, on la retrouve dans le débriefing. Bon, j'ai oublié la clé, la flèche, dans capitalisation. Et capitalisation, ça rebascule sur, ben oui, pour ne pas faire marche arrière de cette roue qui avance, il faut bien une cale. Et cette cale, c'est à la fois d'un point de vue de nos comportements, mais aussi de nos connaissances, c'est quelque chose qu'on va essayer d'ancrer. Et voilà, ça c'était une proposition. Voilà, il faut que j'arrête de partager. Oh putain, comment je vais faire ça? Ah oui, c'est ça que j'arrive pas à faire, Dom, c'est la même chose. Donc je vais aller au bout du truc parce qu'en allant au bout, en fait, je sais terminer et là, j'arrête de partager. Voilà. Donc là, je vais arrêter de partager. Hop, je vais admettre en fait les gens qui sont en retard. Et puis, Dominique, alors, voilà, muet tous. Je vais pas faire, je vais annuler muet tous. Voilà. Dom, tu peux ouvrir ton micro. Et je te propose de partager l'écran et de partager tes slides. D'accord? Ok. Et moi, je te dirai au fur et à mesure, quand tu passes de la première à la deuxième, etc., il n'y en a pas 50, hein, mais Bien évidemment, bien évidemment, bien évidemment. Et donc là, qu'est-ce qu'on va faire tous les deux? Donc, c'est Dom qui va présenter un peu qu'est-ce que signifie ce mot un peu, j'allais dire barbare, un peu hors de notre monde de la montagne, ce mot systémique. Voilà, c'est aussi une interpellation par certaines personnes peu familières avec ce mot-là. Moi-même, je suis peu familier avec ce mot-là. Heureusement que j'ai Dom qui me guide. Et donc l'idée, c'est de vous expliquer cet aspect-là. Dom, je vais faire ça comme ça. Partager l'écran. Et partager l'écran, c'est ça. Et ça devrait marcher. Voilà. Est-ce que c'est bon, Dom, pour toi? ça va arriver, je suppose. Voilà, ouais, très bien. Voilà. Je te laisse faire tout ton bins. Tu me fais un signe quand tu veux que je passe la suivante. À toi. Ouais, voilà. Bah, j'espère que ça fonctionne pour tout le monde. Pour moi, ça va. Je vois. Attends, je vais juste faire un truc. Euh, je sais pas trop comment ça marche ce truc. Ouais, c'est pas grave. En tout cas, moi, je vois le diaporama, c'est l'essentiel pour moi. Et puis, je vais pouvoir avancer avec ça. Bon, bonjour tout le monde. Pour vous, ça va? Merci. Merci beaucoup. Si jamais j'ai des questions, je compte sur vous en utilisant la discussion. S'il y a, voilà. Ok. Voilà, ça c'est pas mal. Je me commente tout seul mes histoires. Donc là,
faut que je prépare juste mon histoire. Voilà. Donc, quand Polo il m'a proposé de dire quelques bricoles autour de l'approche systémique, je vous avoue que c'est pas si simple que ça, parce que c'est un domaine assez large qui recouvre, il y a plein de significations derrière, et puis selon les univers dans lesquels les uns et les autres se trouvent, eh bien, il y a des façons d'appréhender les choses qui peuvent être multiples. Donc, il ne s'agit évidemment pas de faire le tour de la question, mais juste de préciser comment on empoigne cette idée d'approche systémique, parce que voilà, ce n'est pas un gros mot, hein, c'est juste une façon de dire les choses. Derrière, il y a quelques concepts principaux que je vais développer, pas beaucoup, juste un tout petit peu, parce que juste ceux qui sont en lien finalement avec ce qu'on fait là. Voilà. Merci Polo, voilà, très bien. Donc on va d'abord juste faire quelques constats. Il y a beaucoup de gens qui parlent des facteurs humains depuis quelques temps, mais avec des approches qui sont diverses, qui sont toutes, à notre sens, intéressantes, donc, mais qui ne suffisaient pas, en tout cas pour nous, pour rendre compte de ce qui est important dans la pratique lorsqu'on sort en groupe. C'est vrai en alpinisme aussi, hein, mais là, on est dans le champ du ski de randonnée. Derrière, il y a la question des prises de décision, au fond. Sur la question des prises de décision, si on regarde un peu ce qui est fait dans la littérature, en tout cas celle qui s'intéresse aux décisions que l'on prend lorsqu'on est en groupe en ski de randonnée, il y a beaucoup de choses autour des biais cognitifs, des biais décisionnels, des heuristiques. Il y a les travaux de McCammon, de Tversky et Kahneman. Donc là, je ne vais pas vous abreuver de références, ce n'est pas la question. Mais vous pouvez lire hein, dans la revue de l'ANENA déjà plein d'articles super intéressants qui racontent ça, l'ensemble des biais décisionnels, mais qui sont des biais décisionnels la plupart du temps individuels et qui renvoient à une psychologie cognitive, c'est-à-dire comment chacun d'entre nous on traite l'information. Et puis, il y a aussi les apports récents des neurosciences qui développent à partir des travaux de Kahneman, les vitesses de la pensée, une pensée qui serait plus automatique, plus inconsciente, où la question de l'intuition est importante, et puis une pensée plus, où on élabore d'un point de vue cognitif des modalités de traitement de l'information plus élaborées. Et puis, avec les travaux de Houdet récemment, une sorte de capacité qu'on a tous à jongler entre ces deux modes de pensée. Il y a tous les travaux autour, alors je ne vais pas les reprendre, c'est juste pour redéfinir un petit peu la façon dont nous, il faut décider en fonction. Là, il y a quelqu'un qui écrit des choses, donc c'est intéressant. Hein. Moi, je suis preneur évidemment de vos réactions, évidemment. Moi, définir mon texte et puis, voilà. Et puis après, on pourra échanger. Quoi. Hein, c'est peut-être plus simple pour le coup. Oui, c'est ça. Vas-y. OK. Bon, tous les travaux sur les imageries mentales aussi qui renvoient l'hémisphère droit, l'hémisphère gauche, etc. Il y a aussi plein de travaux finalement aussi qui travaillent sur les dimensions inconscientes du psychisme humain, à la fois dans ses aspects individuels et ses aspects collectifs, avec des références qui sont plutôt psychanalytiques. Tous ces travaux sont quand même extrêmement centrés sur la question du leadership, sur la position du guide, la position du leader, aussi sur la question de la communication. Là, il y a quand même
un vrai consensus autour de l'idée que la communication reste quelque chose de central hein, dans ces questions de décision et de prévention des risques. Quand on fait le tour de tout ça, finalement, on se rend compte qu'il y a tout un paquet de connaissances qui tournent autour de l'impact du facteur humain sans qu'on sache finalement trop quoi en faire, c'est-à-dire à quel moment on va en tenir compte, à quel moment on n'en tient pas compte. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est là en plus de ce qu'on peut dire par ailleurs sur les outils dont on a déjà, qu'on a à notre disposition. C'est un peu à partir de là qu'on s'est demandé, nous avec Polo, mais comment est-ce qu'on pourrait comment dire, partir aussi de notre pratique commune pour apporter, on va dire, notre pierre à l'édifice, parce que c'est pas, il ne s'agit évidemment pas d'une remise en cause de tout ce que je viens de dire en termes d'intérêt, de pertinence, pas du tout de ça dont il s'agit, mais de plutôt préciser l'angle qui correspond le plus à notre… Là, tu vas trop vite, là, Polo. Oui, oui, bien sûr, mais il faut que j'arrête de partager. Il faut que je fasse rentrer Stéphano. Stéphano, c'est notre ami. Vas-y, continue et continue. Bon, ok. Donc, bonjour Stéphane. certainement, je vais aussi avoir besoin des diapos, moi, parce que je ne les ai pas. C'est toi qui me les donnes. Je reviens. Bon. Donc, comme il y a eu des réactions légitimes hein, de plein de gens en disant mais finalement, c'est quoi ce truc? Est-ce qu'on n'est pas, c'est juste pas un mot pour se la péter un peu? Enfin bref, quel sens ça a, quoi hein, nous, qu'est-ce qu'on met derrière? Et moi, je trouvais ça évidemment intéressant, ces réactions, parce qu'on s'est dit, bah ouais, il y a besoin de préciser un peu des choses. Donc là, tu peux aller sur la troisième diapo. Celle-là? Ouais, c'est ça. Donc là, c'est peut-être quand même pour dire quelque chose autour de l'approche systémique des relations humaines. Déjà, c'est une vision globale, synthétique des relations humaines dont l'origine, l'école de Palo Alto, est clairement interdisciplinaire. On n'est pas dans une vision de spécialiste. On est dans quelque chose qui essaye de faire des liens entre des éléments de connaissance qui peuvent être issus de sciences qui sont diverses. Il y a la cybernétique, la biologie, les mathématiques, les sciences de la communication. Toutes ces disciplines ont permis aussi de penser cette approche. Alors, un système, c'est quoi? C'est une structure qui est composée d'éléments en interaction. Donc, dans le champ des relations humaines, c'est un groupe de personnes. Mais ce n'est pas des groupes de personnes qui sont posés les uns à côté des autres. Ils sont en interaction. Ça veut dire qu'ils sont reliés par un réseau de communication avec évidemment des échanges de messages. Ces messages ont une caractéristique dans le champ de l'approche systémique, c'est que ce sont des messages qui ont une réciprocité, toujours. On n'est pas dans une approche stimulus-réponse. J'envoie un message, je le reçois, point barre. Il y a quelque chose, j'y reviendrai, qui tourne autour des causalités circulaires. Ce système a des frontières qui sont plus ou moins ouvertes, plus ou moins fermées. Ça pose des questions. Comment on entre dans un groupe? Comment on en sort? Et là, je trouve vraiment intéressant hein, l'entrée en matière de Christelle et de Fanny. Ils disent, voilà, moi, en tant que femme, c'est compliqué. Et qu'à un moment donné, c'est tellement compliqué que j'en suis sortie. Ça pose des questions. Ce système fonctionne dans un contexte, qui est un contexte qu'il est essentiel de prendre en compte. Il est naturel, c'est l'environnement naturel, mais il est aussi légal, qu'est-ce qu'on a le droit de faire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire. Il est sociétal, il est normatif, on a tous des places, des rôles qui sont pris là-dedans. Donc, ce cadre de fonctionnement, il a des dimensions concrètes, mais il a aussi des dimensions symboliques, avec des règles implicites de fonctionnement, et puis un fonctionnement social, comme je disais, le rôle de chacun, le cadre légal, les aspects financiers, etc. Donc, il y a des caractéristiques qui sont à la fois des caractéristiques internes du système et des caractéristiques externes, ces deux caractéristiques étant également en interaction l'une avec l'autre. Alors, il y a
essayer de ne pas être trop long, mais il y a quand même quelques principes qui sont des principes d'un système ouvert comme celui d'un groupe dans le cadre d'une sortie. Le premier principe, c'est un principe de totalité, c'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre les interactions, le fonctionnement d'un groupe en le réduisant sur le plan psychologique à l'analyse du fonctionnement psychologique des individus. C'est absolument pas possible dans une approche comme ça. Ça veut dire que réduire la connaissance des facteurs humains à des critères de personnalité, par exemple, est pour nous largement insuffisant. Le deuxième principe, c'est le principe de rétroaction dont je parlais tout à l'heure. Pas de conception linéaire de la causalité, ce sont des causalités circulaires. Ça veut dire qu'on ne peut faire que des hypothèses qui conjuguent l'influence simultanée de plusieurs facteurs. Ça, c'est évidemment très important dans le processus décisionnel. Le troisième, c'est le principe d'homéostasie, c'est-à-dire qu'un groupe, un système fonctionne avec des processus d'autorégulation dont l'objectif est de maintenir son équilibre interne. Ça peut éventuellement poser des problèmes parce que si l'équilibre interne, la régulation de son équilibre interne est, comment dire, a pour conséquence de réduire des capacités d'adaptation au changement éventuel du contexte, alors il peut y avoir clairement des risques pris par le groupe pour maintenir ce principe d'homéostasie. Et puis ensuite, le principe de d'équifinalité, c'est-à-dire qu'une cause peut aboutir à des effets différents et que le même effet peut produire aussi des causes différentes. Donc ça, c'est aussi dans l'analyse des risques, c'est extrêmement important. Alors, je ne peux pas développer plus que ça, mais pour pas prendre le temps. Donc, ce qui caractérise souvent nous, un groupe en ski de randonnée, c'est quand même, et ça a été soulevé par les réactions d'un certain nombre d'entre vous, c'est le caractère ponctuel de son existence et de son fonctionnement. Et Polo parlait tout à l'heure de la capitalisation d'une sortie à l'autre. C'est pas si simple, on le sait, hein, c'est pas si simple lorsque on est sur quelque chose de ponctuel où c'est pas le même groupe, il y a des gens qui viennent, des nouvelles personnes qui modifient forcément l'équilibre du système. Mais si on est sur un projet avec un groupe sur plusieurs jours, ça, évidemment, peut fonctionner. En plus, c'est aussi l'importance qu'évoquait Polo tout à l'heure, c'est la question de la communication, des préparations, du débriefing, etc. Pourquoi? Parce que si les conceptions des uns et des autres sont peu exprimées, voire sont implicites, eh bien, les relations entre les uns et les autres fonctionnent sur ces implicites. Et lorsqu'on est là-dessus, eh bien, c'est la porte ouverte à la réitération, on va dire, des postures et des rôles qui sont socialement valorisés, socialement acceptés, etc. Et c'est clairement ce qu'évoquait tout à l'heure Christelle ou Fanny sur la reproduction des stéréotypes de genre, pour le dire comme ça, dans le fonctionnement de d'où l'importance de la question de la communication. Alors, quels sont les postulats de l'approche systémique sur la communication? Le premier, c'est qu'il est impossible de ne pas communiquer. De toute façon, quoi qu'il se passe, on peut communiquer. Dans le verbal, dans le non-verbal, dans le comportement, dans le silence, et que tout message prend son sens en fonction dans le contexte dans lequel il apparaît. C'est le contexte qui définit le sens du message. Ça, c'est évidemment aussi quelque chose de très important dans l'approche systémique. Un autre point, c'est la relation contenu-relation dans la production d'un message. C'est-à-dire qu'un message, il a deux dimensions, une dimension de contenu, le contenu même, mais aussi sur le plan analogique, le message dit quelque chose de la nature d'une relation. Et là aussi, il y a quelque chose d'important à construire dans la congruence entre ces 10 dimensions, ce qu'on appelle langage digital, langage analogique. Excusez-moi si je vais un peu vite, mais c'est pour aussi pas monopoliser trop là.
Donc, cette question-là, elle est extrêmement importante parce qu'on dit, ouais, il faut communiquer. Mais comment on communique? S'il y a des confusions éventuelles entre, on va dire, le digital et l'analogique, c'est-à-dire le message lui-même et le sens qu'il a derrière, le sens implicite qu'il y a derrière, il peut y avoir des confusions dans l'interprétation du message qui peut être extrêmement dommageable au moment, par exemple, de la transmission de consignes ou de la formalisation d'une décision. Donc, c'est souvent extrêmement important. Donc, ces questions, elles peuvent être débattues, elles peuvent être interrogées dans une approche de métacommunication, c'est-à-dire qu'on communique sur la façon dont on communique. Et ça, c'est souvent un excellent moyen de réguler les conflits dans les cours. Et puis, le dernier point, c'est l'interaction qui peut être symétrique, c'est-à-dire une forme d'interaction, de communication où il y a une forme d'égalité entre les partenaires, de messages en miroir, on est là sur des rituels de don et de contre-don, ou des communications qui peuvent être complémentaires, où là, il y a une sorte de, on va dire, de valorisation, d'acceptation de la différence et de l'ajustement de posture d'état. Donc là, derrière, il y a une question qui est quand même une question sacrément importante, qui touche la composition des groupes sur le plan est-ce que homogène ou hétérogène. On a souvent l'idée qu'un groupe qui a une forte cohésion, c'est un groupe où c'est l'homogénéité qui est mise en valeur. Et ça, c'est un contexte normatif où la ressemblance est valorisée. Et on sait que dans les groupes où en gros, tout le monde se ressemble, ce qui est à l'ordre du jour, principalement, c'est les processus de conformisation. C'est un choix aussi, à un moment donné. Alors, un groupe hétérogène, évidemment, c'est plus compliqué à gérer, mais ça produit autre chose, même en termes de cohésion groupale. C'est Morel qui dit qu'il y a un vrai potentiel de la cohésion dans la diversité. Et il dit clairement, en fait, là je vous cite, il y a une phrase qui est super, il dit le potentiel de la cohésion met l'emphase sur la convivialité comme élément déterminant de l'efficacité et de la performance organisationnelle. Et par convivialité, Morel, il dit, j'entends le fait de se connaître, d'avoir fait des choses ensemble, d'avoir noué des liens, tout ce qui permet de mieux se comprendre, s'exprimer et développer un langage commun. D'où le message que donnait Paulo tout à l'heure sur l'importance des briefings, des débriefings, etc. Et puis, derrière, il y a notre idée du changement. C'est qu'en approche systémique, il y a le changement qu'on appelle changement de niveau 1 et les changements de niveau 2. Un changement de niveau 1, ça se situe à l'intérieur du système. Et un changement de niveau 2, c'est une modification du cadre du système. Pour prendre un exemple très simple qui nous correspond là par rapport à ce qu'on discute ensemble, c'est dans un groupe, il y a quelqu'un qui a des difficultés à un moment donné pour avancer, parce qu'il est fatigué ou s'il fait mal, enfin bref, ou il en a juste ras-le-bol. Donc là, un changement de niveau 1, c'est on ralentit. Tout le monde ralentit pour se mettre au niveau de la personne qui avance le plus lentement. Okay? C'est une option qui peut suffire. Mais ça, c'est un changement de niveau 1. Ça peut ne pas suffire. Un changement de niveau 2, c'est dire on va changer l'itinéraire parce que là, ça ne va pas le faire. Pour faire ça, il faut modifier le cadre initial sur lequel s'est construit le groupe. Et c'est évidemment parce que le groupe s'est construit sur un projet. Et là, ça veut dire modifier le projet. Et ça, c'est évidemment plus difficile. Alors, quel est le sens finalement de la démarche qui est proposée par Paulo? Voilà, j'essaie modestement de mettre ma contribution. C'est se dire finalement, il faut évidemment prendre compte des dimensions de communication horizontale entre le leader, le guide, etc., et le groupe et l'ensemble des membres du groupe, mais il faut aussi tenir compte, à notre avis, de ce que nous on appelle le membership, c'est-à-dire l'ensemble des interactions horizontales. Et
Polo a développé la semaine dernière, les différents modes de vigilance, eh bien, l'idée, c'est que tenir compte de ces dimensions-là, en particulier les interactions horizontales, c'est un mode de vigilance aussi nécessaire, à la fois pour le leader, évidemment, mais pour tout le monde. Et ce qu'on préconise, c'est que la co-construction du projet, le faire ensemble depuis le temps de préparation, dans le moment de l'activité, dans la phase de débriefing, etc., est un moyen important, à la fois pour prendre plus de plaisir à ce qu'on fait parce qu'on y participe plus, et ça c'est carrément une posture presque, on va dire, idéologique de participation, dans de la pédagogie active, et clairement, c'est un choix assumé. Alors, mais que ça permet de favoriser un peu tous les éléments dont on parlait précédemment, et le plaisir, et au fond aussi réduire les risques. Parce que en faisant ça, on augmente les compétences de chacun. Et plus on augmente les compétences de chacun, plus ça se fait au bénéfice de la sécurité de tous. Ça, c'est vraiment un postulat de travail qui accompagne aussi l'idée de plaisir à faire ensemble. Alors forcément, ça change la position du leader. Le leader, il n'est pas seulement celui qui guide, celui qui emmène, mais aussi celui qui est dans une logique de formation et aussi qui est dans une logique d'accompagnement. Et ça demande évidemment un travail qui est voilà, particulier, mais et qui permet d'essayer de faire des ponts entre les aspects individuels, les dimensions individuelles du facteur humain et les dimensions collectives. C'est cette espèce de passage de l'un à l'autre, entre du micro, du macro, de l'individuel, du collectif, que se joue cette dynamique. Et puis, juste pour finir, je voulais quand même juste dire que on essaye évidemment de formaliser, de schématiser un peu la réflexion, mais on est aussi très conscient que il ne faudrait pas qu'on tombe dans une sorte d'illusion de contrôle. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on va formaliser les choses un peu mieux, même de façon pratique, simple. Il ne s'agit pas de faire des choses compliquées, mais d'arriver à les penser un tout petit peu autrement. Ça ne change pas le fait qu'il y a une dose d'incertitude qu'il est important de maintenir parce que c'est cette dose, de maintenir, important d'en tenir compte parce que d'abord, il y a forcément un espace d'incertitude dans lequel on va et que c'est aussi l'acceptation de cette incertitude qui permet de laisser une place au processus d'adaptation sur le terrain. Aussi à la question de l'intuition, parce que si on se dit on peut tout penser, tout formaliser a priori, évidemment, on supprime la nécessaire adaptation in situ, dans laquelle on est forcément confronté. Donc voilà. Excusez-moi d'avoir été peut-être un tout petit peu long. Puis, là, peut-être l'idée, c'est de pouvoir échanger à partir de ça. Mais toi, Dominique, pour ce que tu as dit, je trouve que la transition, par exemple, pour le leader, cette mutation, parce qu'il s'agit bien d'une mutation, les représentations qu'on a du leader, si je prends moi ma posture professionnelle, c'est bien celui qui va devant. Dire d'emblée que l'encadrement doit se juxtaposer à la formation et doit évoluer vers un leader qui accompagnant dans tous les sens du terme. Et là, voilà, je ne vais pas développer non plus. On est dans l'essence fondamentale de la cartodivigilance. Il ne peut pas y avoir de cartodivigilance sur le terrain s'il n'y a pas
des logiques de faire ensemble et et une mutation du leader. Quels que soient les lieux du groupe, que ce soit un groupe encadré professionnellement, encadré bénévolement, que ce soit un groupe d'amis. La réalité est la même. Donc voilà, donc ça c'est une bonne. Vas-y Dom. Oui, Et pour oui, mais l'instant, je change mon truc. Vas-y. ouais, en t'écoutant, j'essaye de lire aussi les réactions des uns et des autres. Et je voulais juste répondre à Yves qui dit certains participants ne sont pas tentés pour participer si activement au projet. On est d'accord, on est d'accord. Et il faut savoir les accepter dans cette approche systémique des vigilances sans les dévaloriser. On est aussi absolument d'accord. On n'est pas dans une espèce d'injonction ni méthodologique, ni théorique, ni idéologique en disant il faut absolument faire comme ça et tous ceux qui ne font pas comme ça, c'est juste des cons. Bien sûr que non, quoi. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est juste que nous, on pense que aller vers ça, aller un petit peu vers ça, c'est plus de sécurité, plus de plaisir et plus de collaboration, de coopération entre les gens. Voilà, c'est juste ça. Après, il y a des jours, et puis pour finir avec Yves, il y a des jours où moi, je peux vous dire que je ne suis plus dans la participation de rien. Je dis, Polo, décide à ma place, point barre. Je ne suis plus en état de penser ni de rien, quoi. Terminé. C'est blackout, c'est au-delà de ma zone de compétence, au-delà de mon état mental ou physique, et que basta, à ce moment-là, on est sur un autre. Mais ça n'empêche pas que quand on a fini, eh bien, on puisse parler de ce moment-là, on puisse essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que moi, à ce moment-là, j'étais hors champ, je ne pouvais plus. Vous voyez, c'est donc évidemment, il ne s'agit pas d'être dans une espèce de message, d'injonction à c'est ça ou rien, hein, c'est bien sûr que non. Bon, après, eh ben, à chacun de choisir. En fait, c'est plutôt ça le message. Effectivement, plus vous préparez, plus la sortie est dans un certain mode, plus vous débriefez, la sortie est dans un certain mode, plus vous choisissez d'être dans de la co-construction, plus vous êtes dans ce mode-là. Mais c'est bien au leader de choisir ça. Et les enjeux sont bien des enjeux. Alors, on peut les mettre dans la logique de la sécurité, mais on peut les mettre dans l'ensemble des autres logiques. Et effectivement, si vous avez envie d'être un leader ou si vous avez envie d'être simplement emmené, eh ben, tout est possible. Choisissez. Alors, voilà, on est reparti sur notre histoire. Donc là, pour moi, j'ai envie de cette roue-là. Cette roue, bien évidemment, Dom l'a déjà souligné, elle est dans une logique, évidemment, éventuellement, d'un groupe auto-apprenant. Mais d'un point de vue stricto individuel, vous êtes aussi vous-même dans cette même roue. C'est vous-même qui construisez cette roue. C'est vous-même qui participez ou non à une planification, qui est dans le ski de rando, qui participez au débriefing ou non, qui est acteur de ça et qui capitalisez. Si vous n'êtes pas dans du débriefing, jamais vous capitaliserez, jamais vous progresserez. Donc en fait, ben voilà, je reviens sur mes logiques. Ben, ça vaut peut-être le coup de se mettre en mouvement individuellement et de générer cette dimension de membership à l'ensemble du groupe, quitte à questionner le leader en lui disant mais est-ce que tu ne pourrais pas cheminer doucement vers quelque chose d'autre? Donc là, eh ben, voilà, de nouveau. Alors j'essaie de tourner mes trucs. Donc voilà, la cale des machins. Mais pourquoi ça va dans l'autre sens? Je vais voir ce que ça marche, où j'en suis. J'en suis pas là. Je voudrais aller sur ça. Voilà. Je voudrais aller sur cette. Vous vous souvenez, ça, c'est ce qu'on vous a présenté. Donc, ça, c'est la carto des vigilances. D'accord. D'ailleurs, il y a une faute. C'est pas la carte, c'est la carto. Et, et je voudrais. En fait, il faudrait que je sorte de ça. Donc, je vais sortir de ça. Pour sortir ça, malheureusement, il faut que j'aille jusqu'au bout parce que je ne sais pas sortir autrement. Voilà. Et donc, je vais y revenir. C'est celle-là que je veux voir. J'espère que tout le monde la voit. Et en fait, c'est quoi le message autour de ça? C'est qu'en fait, la carto des vigilances, elle intègre les facteurs humains,
Parce que justement, elle est construite avec tout le monde. Et c'est en étant construite avec tout le monde qu'elle peut les intégrer. Par exemple, même dans la partie, vous voyez, la partie qui est en rouge. Donc là, on est dans la partie, on va dire, carto niveau, dans la partie hard. Mais même dans la partie hard, regardez, le BRA, vous voyez mon petit curseur, le BRA. Bah déjà, le BRA, la manière dont il est construit, c'est-à-dire le nivologue d'un côté ou de l'autre, bah, c'est de l'humain. La manière dont il l'a écrit, c'est imprégné d'humain. Et nous, la manière dont on va le lire, c'est imprégné de facteurs humains. Et si on le lit en groupe, ça va être encore plus imprégné d'humain. Notre logique, les stop and think, bien évidemment qu'il y a de l'humain là-dedans. Donc, si on balaye l'ensemble des choses, ouais, forcément, il y a de l'humain. Et par exemple, je reviens sur la nature du projet. L'exemple de Dom, ah ben là, quelqu'un ne peut pas continuer. Le fait qu'on sache que cette petite case nature du projet, il y a des moments où on peut la bouger en disant non, là, le projet qu'on a préparé, eh ben voilà, on change de projet. Eh ben effectivement, on est sur le deuxième niveau systémique. Donc voilà. Après, donc là, on est dans la préparation. Dans cette préparation, regardez, toute la partie blanche là, on essaye de répondre à la question de McCannon. McCannon, qu'est-ce qu'il dit à un moment? Il dit un zen. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Mais en fait, la meilleure manière d'en faire quelque chose, c'est de les prendre, c'est-à-dire de les connaître, d'avoir une perception des facteurs humains. Donc, c'est effectivement une intellectualisation. On a des connaissances sur qu'est-ce que c'est que les biais cognitifs. Et puis là, on essaye de les marquer. C'est-à-dire que concrètement, on essaye de les, comment je vais dire ça, de les partager autour du groupe, avec le groupe, et de dire, est-ce que dans notre groupe-là, est-ce qu'on pourrait être, on pourrait être perturbé par des facteurs humains? Est-ce que un tel, est-ce qu'une telle, est-ce que, etc. Qu'est-ce qui se passe dans nos relations? Et donc là, on peut questionner. Et toute cette partie-là, elle est sur ces logiques-là. Alors, je vais voir si je peux faire 200. Voilà. Ah, bah ouais, je peux y aller. Voilà, ça doit mieux aller. Donc là, par exemple, quand je pars de la nature du projet, on est dans du faire ensemble. Eh bien, définir la nature du déplacement du groupe. Par exemple, dans mon croquis, par exemple, aujourd'hui, j'ai été à la crête de la Buffe. On n'était que dans du détendu. Eh bien, si X veut prendre un peu de distance raisonnablement, je n'ai pas besoin d'intervenir parce qu'on l'a défini. Et si je suis dans une autre sortie, pas celle-là, mais je suis dans une sortie qui est de la nivologie, mon rôle de leader, il sera radicalement celui de formateur. Donc là, j'aurai un autre rôle. Après, eh ben, ce n'est pas la peine d'avoir marqué facteur humain, puisque les facteurs humains, on est dans les facteurs humains. Par contre, définir qui est, pas définir d'ailleurs, qu'on sache qui est Pierre, Paul, Jacques, Christelle, Fanny, Maude, etc., c'est important. Et là, je vais pouvoir, par exemple, le prendre dans ma préparation. Eh ben, je vais pouvoir mettre en place un questionnement sur, eh ben voilà, Maude, quelle est ta météo du jour? Donc là, je vous renvoie au prochain bulletin qui va être édité par l'ANENA où il y a une autre proposition sur la météo du jour de chacun. Et effectivement, la météo du jour de chacun nous renseigne sur quelque chose. La forme physique de chacun, que chacun puisse ici, dans ce cadre-là, dire, eh ben moi, aujourd'hui, par exemple, Inès, eh ben je suis en forme, mais voilà, pas trop. Donc voilà, ce qui est dit permet au groupe de prendre en compte cet aspect-là et de le prendre en compte de manière, j'allais dire, empathique, et j'allais presque dire naturelle, puisque la personne a fait l'effort de le dire. Et donc au groupe de faire l'effort de prendre en compte ça. Et effectivement, s'il y a, allez, mon copain Daniel qui est Pierre Aminte, voilà son surnom, si lui il veut faire il veut faire du footing, eh ben je vais lui dire non, attends Daniel, la nature du projet est pas pertinent avec ça.
Si tu viens avec nous, tu viens avec nous et on reste ensemble. Si tu ne veux pas rester ensemble, viens pas. Et moi, en tant que leader, à des moments, je dis non, non, ça ne correspond plus à notre histoire. Donc, cette préparation que j'ai faite de manière la plus pertinente possible, elle peut me permettre d'intervenir de manière concrète dans l'action en disant, eh ben non, là, ça ne fonctionne pas. Et alors, je reprends Catherine aussi qui me dit, ouais, mais toi, t'es guide et puis machin, truc, muche, t'es un vieux truc. Non, non, plus, plus le faire ensemble aura été présent dans cette cartographie, dans ce gribouillon, plus tout le monde peut s'y référer. Ça peut être Jacques qui dit, eh ben non, Daniel, si je te vois là-bas à 3 km, ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas ce qu'on avait décidé. Donc la définition des facteurs humains ici, la météo du jour, la forme. Alors, hop, je vais essayer de mettre un peu plus de zoom. Hop, 300, peut-être que ça va mieux. Est-ce que ça vous va? Voilà, par exemple, la forme est quelque chose d'important à juste dire. Voilà, je suis en forme, je ne suis pas en forme. Là, j'ai fait une fête hier. Oh, mon pauvre, j'ai un mal de tête monstrueux. Ouais, pétard, ça va pas. Mais aussi les attentes. Ah ben là, j'ai envie de mieux connaître les états de surface. Est-ce qu'on pourrait prendre du temps? Les inquiétudes, les questions, tout peut apparaître dans une forme de tour de table et tout peut exister dans ce tour de table-là. Alors après, Dom a déjà souligné notre difficulté à vouloir caractériser les personnalités. Et on retrouve cette idée-là dans les couleurs. Alors ça vient de ça vient des, entre guillemets, de la, mes anciens compagnons d'HP le savent très bien. Ça vient de l'entreprise, bien évidemment, et ça vient du management où il y a des grosses réflexions là-dessus. Mais pour nous, simples skieurs de rando, qui sommes-nous pour être capables d'aller aussi loin dans l'individualisation? Et ce n'est pas la peine. Parce que ce qui nous intéresse, c'est les interactions. Donc, de la même manière qu'on n'a pas besoin d'être des super nivologues, même si c'est bien d'être le plus compétent possible, on n'a pas besoin d'être des super psychologues. Ce n'est pas notre rôle. Ce qui nous intéresse, c'est les interactions. Donc voilà, là, je suis dans ma phase de la préparation. Hop, je reviens un peu plus petit. Si je continue, donc j'ai ma partie terrain. Le fait que tout le monde, tous les participants, aient non pas simplement en mémoire, mais qu'ils aient eux-mêmes participé à l'élaboration et à cette représentation graphique, ça permet à chacun d'avoir ancré dans la tête ce qu'on va faire, où on va, mais qui est qui et quelles sont les interactions et quels sont peut-être les biais présents. Si certains sont, par exemple, ouais, une journée top, il faut absolument qu'on monte là pour traverser de l'autre côté. Mais si on a identifié ce biais-là, il n'existe plus. Nommer un biais, c'est le faire disparaître. Plus ou moins, me dit Dom. Mais c'est déjà un premier plan. C'est un peu la même histoire sur la difficulté du renoncement. Si le renoncement est intégré dans la partie cartographie, bien évidemment qu'il n'aura pas la même résonance chez les uns et chez les autres. Et si la personne qui avait vraiment envie de faire cette grosse descente de l'autre côté, si on lui dit que, attends, juste avant de monter la dernière pente, si là, il y a quelque chose qui nous empêche de monter, on ne montera pas. Et que le renoncement, il est là pour telle et telle raison. Bon, je ne vais pas vous refaire le truc de la dernière fois. Je continue. La notion de bilan. Donc, c'est la notion là qui est. Donc, on a coupé les roues là, on est dans le 4. Donc, ça, c'est le débriefing. Et oui, le débriefing, il est fondamentalement important. Mais il est d'autant plus facile qu'on dispose d'une représentation graphique. C'est pour ça que je vous encourage à faire cette représentation graphique. Pourquoi? Parce qu'au retour, vous la sortez. Vous êtes en train de boire des canons, tout va bien. Toc, mon canon, il est là, c'est bien. Mais vous avez quelque chose de tangible et vous avez marqué des choses. Et peut-être que voilà, qu'une personne qui a dit moi je suis pas très en forme, elle peut dans son débriefing dire j'ai été pris en compte.
ou au contraire, je n'ai pas été pris en compte. Ou alors, bon, plein de choses peuvent être abordées de manière précise. Et donc là, c'est véritablement un éloge du débriefing. Autant il est important d'avoir pris le temps de préparer et d'avoir pris le temps de faire cette représentation graphique. Et là, je m'adresse à Bruno, à tous les gens qui m'ont dit oui, mais j'y arrive pas parce que je suis dans une sortie préparée sur Internet à la, bah, j'allais dire à la con, excusez-moi, hein. Une préparation où les outils de préparation sont pas pertinents. On est sur un timing serré. Et ma réponse c'est mais attends, choisis mon vieux. C'est toi qui génères le timing de ta sortie. Si ton timing de la sortie, tu veux y placer un vrai temps de débriefing, bah peut-être que c'est pas en racontant des conneries à la terrasse du Castillan que, que ce débriefing va être fait. Ou plutôt, à la terrasse du Castillan, au retour d'une rando, bon, le Castillan, c'est à la Grave. Et puis c'est dommage, il est fermé maintenant. Et puis si je sors ma carte de vigilance, je peux dire, ouais, ben maintenant, allez, on va prendre 10 minutes et on va faire un vrai bilan. Donc voilà, la carte de vigilance est aussi un outil de débriefing. Alors après, on y retrouve d'autres choses. On y retrouve bien sûr tout ce qui est de l'ordre des rétextes. Et là, je vous invite à lire le plus possible quand quelque chose s'est mal passé. Mais des petites choses, hein, on fait, c'est pas l'accident. Par exemple, samedi dernier, on a fait un truc au col du Lotaret. Il y avait une espèce de talus, et puis on discutait là-dessus, et puis on disait que ce talus, ouais, à tous les coups, il allait partir, mais c'était pas talus gros, hein, c'était 15 mètres, ouais, 15 mètres de haut. Et puis après, on a fait autre chose, et puis on a oublié, et puis on est parti, et puis bien évidemment, le talus est parti, parce qu'on pensait qu'il allait partir, mais surtout, un petit incident comme ça, c'est important dans le débriefing de mener une réflexion complète. Et une réflexion complète, c'est d'aller jusqu'au bout. Quels sont les éléments correcteurs de cette situation-là? Et en disant ça, ou plutôt quels sont les éléments qu'il ne faut pas que je reproduise, ou plutôt qu'est-ce qu'il faudrait que j'améliore dans mon fonctionnement. Donc le débriefing, c'est pas simplement de dire oh putain la neige elle est super, même si c'est bien de dire que la neige elle est super, d'accord. Donc on utilise la carte des vigilances pour aller au plus profond de ces interactions préparation réalité, interaction à l'intérieur du groupe, interaction leader autres membres du groupe, interaction envie projet, interaction demande exprimée ou pas. L'important, c'est d'avoir un cadre pour discuter de tout ça. Et pas la peine de se prendre la tête, ça peut se faire tranquillement. Et là, donc voilà, les rétextes sont importants. Alors, ça renvoie toujours aux mêmes choses. Hein. Ça veut dire que si vous n'êtes pas dans le faire ensemble, ça ne sert à rien. Le bilan, il va être quoi? Il va être, ouais, ça s'est bien passé, c'était super. Donc, l'enjeu de ça, c'est d'en ressortir de manière individuelle ou groupale des ajustements à la fois de comportement pour le futur, mais aussi de connaissances. Et l'idée, c'est bien de construire un groupe apprenant. Et si ce groupe ne va pas se reformer, ce n'est pas un souci. Vous-même, individuellement, vous aurez modifié votre propre roue et vous aurez avancé un peu dans cette pente de la qualité. Voilà. Alors, tout ça pour dire que les facteurs humains, c'est un espèce de chenille, d'accord? Alors, fourbi, comme dit Alain, mais les rendre visibles, les rendre explicites, avoir un espace où les poser dans une représentation graphique est un premier pas. Et surtout, arrêter d'avoir, non pas arrêter, il y a un temps pour une appropriation intellectuelle des phénomènes. C'est un peu ce que Dom nous a dit. Et je vous invite à approfondir l'école de Palo Alto, qui va aussi dans la psychologie positive, blablabla. Bon, bref, ça va très loin. Donc, il y a une phase intellectuelle. Et puis, la carte de vigilance, c'est que du pratique.
Voilà. Et donc, juste pour clore ça et juste pour vous faire sourire aussi, on parlait de la stature du leader. Eh bien évidemment, cette stature-là, c'est aussi une stature particulière. Donc, voilà, c'était une petite transition d'homme à toi avant que j'aille. Attends, je vais voir si j'ai besoin de voir plus tard. Oui, voilà. Pendant que vous lisez ça, c'est un peu le condensé de ce que je viens de dire. Est-ce que tu as des choses à rajouter, Dom? Allô? Je Non, non, t'entends. j'étais juste en train de lire ton texte. Non, non, moi voilà, on pourrait développer des choses voilà, sur les dimensions d'hétérogénéité, d'homogénéité des groupes, sur tout ça. Mais, mais peu importe. Ce que je voulais juste dire, c'est si moi j'avais juste préparé un petit peu par écrit. Mon histoire. Si peut-être c'est aller un peu vite par moment, s'il y en a qui sont intéressés, je peux vous envoyer mon texte par mail, par exemple. Mais S'il y Dom, en a que Dom, ça amuse. Dom, 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 Voilà, on peut faire ça. Dom, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, comme il y a eu un texte écrit pour le premier replay, qui n'est pas encore en Oui, ligne, mais qui va l'être, il y aura un replay j'espère que ça a marché, et il y aura un texte associé. Donc, ça vous laissera tout le temps de regarder tout ça. c'est encore plus Donc, simple. pour revenir à mon histoire et pour continuer, eh ben, moi, ce qui m'intéresse, c'est une fois qu'on a mis en œuvre tout ça, qu'on a fait le mieux possible, eh ben, ça peut être aussi intéressant de voir qu'est-ce qu'on a. Est-ce que vraiment on est dans le faire ensemble? Parce que si vous n'êtes pas dans le faire ensemble, ou si je ne suis pas dans le faire ensemble, tout ce que je vous ai raconté là, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, arriver à se dire, eh ben, est-ce qu'on peut évaluer ce qu'on a fait? Et donc, on a essayé de travailler là-dessus. Donc là, c'est une autre partie. C'est ce qu'on a appelé le radar du faire ensemble. Alors, pourquoi radar? Bah, ça vient d'Excel. Hein. Qu'est-ce que c'est? C'est un croquis. D'accord? L'idée, c'est de représenter notre pratique. Est-ce qu'on est vraiment dans le faire ensemble? Et si vous voulez, tranquillement, là, tout le monde a fait du ski de rando. Il est 19h11, on a une demi-heure tout tranquillement. Je vais vous inviter à faire le radar du faire ensemble de vos dernières sorties de randonnée, individuellement, tout tranquillement, pour savoir où vous en êtes dans votre pratique. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un radar? Choc, c'est un truc comme ça. Donc, au final, ça va représenter, pardon. Au final, ça va représenter, entre guillemets, une surface. Bien évidemment, si dans ma préparation, j'ai été le plus haut possible, ma surface, elle sera la plus grande possible. D'accord? Donc, il y a des questions qui sont. Alors, on peut en faire plein. Hein. Plus la réflexion, elle s'étoffe, plus ça commence à devenir intéressant. Et vous vous rappelez, avec Dom et avec d'autres gens, on est dans un mode de recherche-action. Donc, ça va évoluer. Donc, qu'est-ce que je vous propose? Je vous propose de répondre tranquillement chez vous. Vous prenez en tête votre dernière sortie. Peu importe le cadre, ce n'est pas un souci. Vous prenez votre dernière sortie. Cette dernière sortie, on va répondre ensemble aux questions. Et les questions, c'est quoi? Ça part de 3 domaines, la préparation, l'activité et le débriefing. D'accord? Donc, on va faire un canting. Je n'ai pas trouvé de nom français pour dire canting. Mais voilà, on va chiffrer ces trois domaines. Et puis, après, vous ferez une étoile à 3 branches et puis vous mettrez vos chiffres. Alors, voilà. Dans la préparation, il y a 3 questions qui, au final, feront 9 ou pas, ou beaucoup moins. Alors voilà, je n'ai pas utilisé Iphigénie ou équivalent pour les pentes à 30. Voilà, je n'ai pas regardé Iphigénie parce que j'y connais tout par cœur, et puis voilà. Ou alors, j'ai utilisé Iphigénie pour ma sortie. Ou alors, j'ai partagé ma préparation sur Iphigénie avec le groupe. Ou alors, tous les participants disposent d'Iphigénie et s'en sont servis durant la sortie. Donc moi, si je reprends ma balade d'aujourd'hui, là, on est allé dans un groupe d'initiation aux crêtes de la Buffe, tous les participants disposent d'Iphigénie et s'en sont servis durant la sortie. Oui. Donc là, j'ai 3 points.
Bon, OK. Le BRA, la même chose. On va évaluer notre dosage d'utilisation d'un outil par rapport au faire ensemble, hein, puisque c'est le faire ensemble qui nous intéresse. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai informé les participants du BRA que c'était un niveau 3 avec toute la rosace et qu'il y avait les deux risques, blablabla, et qu'il y avait la limite d'altitude? Non, on est allé plus loin. Tout le monde a disposé du BRA avant la course, et non pas par photocopie, mais sur l'ordi. OK, ben là, j'ai 3. OK, ça va. Et la même chose, est-ce que j'ai pas fait de préparation parce que je me suis retrouvé au parking et je leur ai dit venez, on va aller là par là et puis on va aller là et puis ça ira bien, regardez, c'est là-bas. Ou alors, j'ai fait une préparation, mais une préparation classique. Je dis bah, tenez, on va aller là, regardez la carte, c'est ça, etc. etc. Voilà, ça c'est une autre préparation. Ou alors, je peux dire aussi ah ouais, moi la préparation, ça m'intéresse. Cette carte des vigilances que l'autre moustachu nous a présentée, c'est pas mal, mais je la fais pour moi. Pourquoi pas? OK. Et ben nous, là, dans notre groupe, on a fait cette carto par l'ensemble du groupe. Et là même, c'est Xavier qui l'a dessiné. OK. Alors, donc voilà, vous de votre côté, vous avez votre score, moi j'ai le mien, ça va bien. Donc maintenant, on rentre sur le terrain. Sur le terrain. Cette journée où j'ai été sur le terrain, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, le nombre de personnes était supérieur, blablabla. Là, c'est le nombre de personnes. Pourquoi ce truc est important? Ben, c'est parce que si vous êtes au-dessus de 6, 7, ben, vous ne pouvez plus être dans le faire ensemble. Parce que le nombre des interactions, le nombre du bordel, en tant que leader, ou même en tant que leader déjà, vous pouvez être que dans du guidage. Parce que c'est trop compliqué. Vous n'avez pas de temps de faire c'est compliqué de faire de la formation et vous êtes encore moins dans de l'accompagnement. Donc voilà, il y a un seuil de chiffres. Donc nous, on était 3. Ben, ça tombe bien. Hein. Donc je vais avoir, était inférieur à 6. Voilà. Après, l'implication du groupe. Oui, l'implication du groupe est importante dans le faire ensemble. Alors, vous avez bien noté que c'est à la montée et à la descente. Donc, quand je ferme, voilà, OK, ma sortie là, mes compagnons de voyage là, de rando, est-ce qu'ils ont fait la trace? Oui, ils ont fait la trace. Est-ce qu'ils ont fait la trace à la montée? Oui, ils ont fait la trace à la montée. Moi aussi. Est-ce qu'ils l'ont fait à la descente? Oui, ils l'ont fait à la descente et moi aussi. Donc, eh ben là aussi, eh ben voilà. Donc, je me mets 3 aussi. Alors après, la co-construction. En fait, c'est une notion intéressante, c'est-à-dire qui a décidé l'objectif de la sortie? Est-ce que c'est vous en tant que leader? Est-ce que vous avez proposé plusieurs objectifs et puis l'ensemble du groupe a choisi? Ou est-ce que ou est-ce que la sortie a été décidée par le groupe de manière ouverte? Bah nous, clairement, bah non, c'est moi qui ai décidé que, en fonction des conditions, là, des trucs machin, si je voulais avoir de la bonne neige, il fallait que je monte par la pente de la buffe, que j'allais pas descendre par la croupe de la cache, mais que j'allais aller celle d'après et que j'allais faire une trace tout seul. Donc, bah non, là, moi, j'ai pas été dans la co-construction. OK, OK. Donc, 3 et 3, 6 et un 7. Bon, ben voilà, j'ai 7. Qu'est-ce que ça me dit? Eh bien, OK, j'essaie. Peut-être que la prochaine fois, je serai attentif à vraiment proposer une co-construction. Mais peut-être que ce n'est pas possible, hein, et ce n'est pas un problème. Non, ce n'est pas un problème. Ça me donne l'état de ce que je suis capable de faire. Je continue dans le débriefing. Je n'ai pas fait de débriefing complet, j'ai juste demandé un avis rapide. C'est déjà mieux que rien, hein. Après, j'ai fait un débriefing, mais j'ai fait, je sais pas, j'ai utilisé, comment il dit, Seb? Il fait râteau, non, pépite et râteau. Ouais, c'est rigolo. Pourquoi pas? Voilà, j'ai fait un débriefing. Et puis, une étape de plus, j'ai utilisé la carte des vigilances avec l'ensemble du groupe. J'ai ressorti mon petit papier et puis on a discuté de ça. Oui, c'est ce qu'on a fait. Donc moi, quand je fais, donc maintenant, vous avez en tête, vous, votre balade, la dernière que vous avez faite, vous avez votre score, donc vous avez 3 chiffres. Moi, j'ai 9 et, c'est quoi l'autre? 7, je crois. Non, bon voilà, 7, oui. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire d'un point central 3 branches. Je vais faire 9 ans, voilà, de manière équilibrée, mon truc de 9. Et puis, une graduation, voilà, je peux y faire sur Excel, hein, ça se fait tout simple.
mais ça se fait automatiquement. Et puis là, je vais avoir mon radar. Voilà. Et quand moi, je regarde mon radar de ma sortie, eh ben, je me dis, OK, bah, pour le faire ensemble là, j'ai fait le mieux que je pouvais. Heureusement d'ailleurs. Mais j'allais dire heureusement. Oui, parce que moi, ça me va bien et puis moi, ça me facilite ma vie en tant que même leader professionnel. Ouais, j'aime bien ça, quoi. Et puis, je m'organise pour le faire. D'accord. Et donc, eh ben, oui, mon radar des vigilances, ouais, le prochain coup, je ferai gaffe à ça. Voilà. Où c'est que j'en suis? Je vais sortir. Hop, voilà. Et vous savez quoi? C'est terminé. Alors, je vais arrêter de partager. Donc ça, il faut que je sorte de ça. Voilà. Hop. Arrêter de partager. Voilà. Et puis, je voudrais vérifier dans notre planning ce qu'on voulait faire. Ben voilà, on voulait aller là. Je pense qu'on a fait le tour de ce qu'on voulait faire. Voilà. Dom, si tu veux, il y a encore un tout petit temps. Si tu veux répondre aux questions que j'ai pas encore vues, voilà. Et ben, et ben, et ben voilà. Je te laisse faire. Si à la suite de ce que Paul a raconté, ou Ouais. Et attends, Dom, je voudrais répondre tout de suite à Christian Duval. Tu sais quoi, Christian? Moi, les histoires là, que ce soit statistiques ou sorties ou Ski Tour Guru ou Yeti, et c'est pas ma tasse de thé. C'est pas ma tasse de thé. Et je vais prendre du temps pour consolider mes compétences dans les logiques du faire ensemble. Et là, on n'est pas dans le faire ensemble. Et je vais pas faire des formations pour dire les avantages et les inconvénients de Ski Tour Guru ou Yeti. Tu vois, donc voilà, ça j'ai répondu un peu brut. Et, et on est dans une recherche précise de qu'est-ce que nous propose le faire ensemble et qu'est-ce que ça nous bouscule d'essayer de faire ça. Et je vous promets qu'en tant que guide, alors que la représentation du guide, c'est bien celui qui va devant, c'est pas si simple que ça. Donc voilà. Vas-y, Dom. non, ben, ce que je pourrais proposer, ben, tu viens un peu de le dire d'une certaine façon, c'est-à-dire que nous, on essaye aussi de construire quelque chose dans les relations sociales, relations humaines, par rapport à une activité qui nous donne tellement de satisfaction, de plaisir, d'engagement, etc. Et on ne le fait pas tout seul, quoi. Et donc, l'idée qui est derrière, c'est d'alimenter aussi cette envie-là, ce plaisir qu'on a là, je ne sais pas comment le dire en fait, en sortant des implicites, parce que les implicites de fonctionnement, parce que c'est vrai là comme ailleurs à mon avis, hein, c'est que le maintien des implicites favorise le maintien des stéréotypes de rôle. Voilà, je ne vais pas revenir sur ce que disait Christelle tout à l'heure, mais c'est un exemple, on peut en trouver d'autres, hein, que ce soit dans la posture du guide, mais que ce soit aussi dans l'ensemble des rapports sociaux qui sont les nôtres et qui sont parfois cristallisés sur des postures, sur des rôles. Et donc, on trouve ça toujours intéressant de pouvoir réinterroger ça, voilà, aussi en faisant ce qui nous motive énormément. Ben oui, par exemple, il y a Antoine qui m'a envoyé un petit mot en disant il rentre 3 jours en Lausière et il a essayé de faire la carte des vigilances. Voilà, voilà, c'était un peu difficile pour lui. Donc là aussi, si vous voulez partager vos expériences, vos difficultés, vos questions, ou dire non, non, mais attendez, vos conneries là, ça ne nous intéresse pas, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et là, le lieu pour échanger ça, c'est bien évidemment Vous savez, sur mon site, il y aura forcément l'enregistrement de cette histoire-là. Et donc, on peut faire des commentaires là aussi. D'accord? Donc, de nouveau, Christian, sur les rétextes, bien évidemment, les rétextes sont importants. Hein. Voilà. Et puis, excuse-moi, Polo, Vas-y. parce que c'est, comment, là, on est nombreux, je trouve ça super, hein. Ouais. Si quelqu'un a une réaction ou une question, ben,
ouvrez votre micro, puis on peut prendre les quelques minutes qui nous restent aussi pour échanger comme ça, quoi. Oui. Par exemple, toi, il y avait Yves, voilà, il y avait Yves qui nous disait certains participants ne sont pas tentés par participer si activement au projet. Il faut savoir les accepter dans cette approche systémique des vigilances sans les dévaloriser. Bien évidemment, bien évidemment. Rappelez-vous une phrase du précédent webinaire. Cette carte des vigilances est adaptable à votre niveau à vous en tant que leader, mais aussi au niveau des participants. Bien sûr, ça peut être des participants qui commencent. Par exemple, là, il y a 3 jours, comment dire, il n'avait aucune connaissance, Xavier n'avait aucune connaissance de ce que qu'était qu'un BERA. Bien évidemment, ce n'est pas possible de faire une cartodivigilance un peu plus complexe, mais c'est un processus en cours. L'important, c'est de le faire. Et après, on est bien dans de l'explicite, donc dire, c'est pas un souci, vous voulez moins participer? Eh bien, pourquoi pas? Mais après, ça pose quand même question. Si vous n'avez que des gens qui ne veulent pas participer, ben voilà, peut-être qu'il faut aller un petit peu plus loin, de voir comment ça se fait que vous agrégez des personnes qui sont comme ça. Moi-même, avec mes contraintes là, économiques, je ne suis pas dans le cadre d'un CAF qui n'a pas de contraintes économiques. Vous n'allez pas être mieux payé à la fin de votre journée. Moi, à la fin de ma journée, si les gens qui sont avec moi me disent, il nous casse les couilles, lui, il nous casse les oreilles avec ses histoires, je préfère aller avec un autre guide de la grave. Mais pour moi, il n'y a aucun souci. Ça ne va pas changer mon modèle. Ça ne va pas changer ma réflexion. Et je n'ai pas beaucoup de problèmes de clientèle. Donc, cet argumentaire de dire oui, mais mes participants ne sont pas acteurs de ça, ils n'ont pas trop envie, accompagnez-les. Et la logique d'un leader qui devient un réel accompagnant d'une stratégie, effectivement, ça change de dimension. Mais si ce n'est pas votre tasse de thé, si vous avez envie de faire une sortie puis d'avoir du monde avec vous, faites-la. Et pourquoi? Mais parce que dans 95% des situations, vous serez dans des situations simples de nivologie. Vous pouvez le faire. Mais si un jour vous êtes dans une situation compliquée, vous n'aurez rien construit pour y répondre. Et j'ai vraiment des vrais copains qui se sont fait prendre et qui ont des choses à survivre de ça. Je préfère leur avoir proposé ce genre de stratégie. Voilà, vas-y Dom, ou quelqu'un veut prendre la parole? Une remarque, n'importe quoi. Nous, on est friands de ça. De toute façon, je lis un peu les trucs. Qui c'est qui veut rattaquer? Yves, tu veux rattaquer quelque chose? À moins que tu sois parti. Mais c'est pas grave non plus. Hein. Tu m'entends, Polo, ou pas? Oui, vas-y. Ouais, non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Là, ça fait en effet une remise en question qui est très intéressante, à la fois au niveau du leader, hein, qui va se positionner différemment vis-à-vis du groupe. Et comme tu le disais, c'est vrai que le fait que ça mette en évidence l'importance d'un petit groupe, on le voit que ça ressort aussi au niveau des remarques là, c'est encore mieux. On ne peut vraiment mettre en place ce genre de méthode qui est super formatrice pour tout le monde que si le groupe est petit. Et ça peut vraiment peut-être nous amener à changer certaines mauvaises habitudes à certains endroits. Oui, oui, bien sûr. Toi, regarde, je voulais répondre aussi à Philippe Cabanel. Pour l'activité, le co-construire, ça peut aussi porter sur les décisions lors des stop and think. Oui, ça, j'ai pas bien compris. Mais la phrase d'après, le choix de l'objectif est très souvent celui de l'organisateur. Oui, peut-être, mais peut-être pas. Et peut-être qu'on peut choisir, on peut proposer plusieurs sorties si on veut être dans de la co-construction. Vous pouvez choisir quel est votre mode, on va dire en tant que leader, quel est votre mode, votre posture. Et puis, vous pouvez choisir, en tant que participant, dans quel espace vous voulez évoluer. Est-ce que vous voulez évoluer dans un espace où vous êtes mieux pris en compte ou le fait d'avoir travaillé dans ce sens-là, ça vous permet de, comment dire, euh, d'être dans plus de plaisir sur votre activité? De nouveau, tout est possible. Tout est possible.
Et j'essaie de… Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Pour moi, par contre, et je suis issu du mouvement associatif, je suis issu du CAF. J'ai passé tous mes diplômes d'encadrant bénévole. Je pense que si les sorties du CAF ne sont pas, on va dire, peu importe la structuration, mais dans cette logique-là, pour moi, c'est un non-sens. Que les professionnels aient de la difficulté à faire ça, que les amateurs dans leur pratique individuelle aient de la difficulté à faire ça, pourquoi pas? Mais dans une organisation qui met en avant l'autonomie dans ses statuts des participants, je ne comprends pas qu'il puisse y avoir des réticences à mettre en place du faire ensemble. Mais, mais on est responsable de ça. Alors je dis on, les guides qui ont formé les initiateurs. Et ces pauvres initiateurs sont des imitateurs et c'est dommage. Et c'est dommage. Et on ne va pas faire le… Voilà, c'est pas la peine d'aller plus loin là-dessus. Effectivement, Philippe du CAF Esterel, oui, bien évidemment, être capable de baisser le nombre des participants dans la sortie, c'est déjà la première solution. Et puis, je vous propose un autre challenge. Essayez dans toutes vos sorties que tout le monde ait Iphigénie ou une application avec soi. D'accord? Et on se retrouve en fin d'hiver. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole? Ou alors on s'arrête hein, parce qu'on a 1 minute de trop. Stéphano, est-ce que Stéphano, tu es encore là ou pas du tout? Oui, oui, je Bonjour. suis bien là, Paul. Bonjour l'Italie. Alors, je vous présente Stéphano, qui est Stéphano, un guide référent du Val d'Aoste et qui est le monsieur BERA de l'Italie. C'est un grand honneur, Stéphano, que tu sois avec nous. Grazie mille. Et on voit le château dei Maiville dans ton dos, et ça, c'est dans le Val d'Aoste. C'est tout très intéressant, hein. Il faut un peu l'utiliser, le mettre en place pour avoir un recul hein, après une saison. Hein. Ok, grazie mille Stefano. Et après, je sais que c'est difficile pour nous dans nos formations de guide, mais voilà, why not, hein? Qu'est-ce que… Et merci. Alors, on aura le temps d'en rediscuter entre nous, voilà. Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose? Dorothée, est-ce que tu as des choses à dire par rapport à ton commentaire? Ouais, Étienne ici. Oui, Moi, je vas-y. pense que je pense que c'est une pratique qui est vachement intéressante en raid, parce qu'en plus, d'abord, on a le temps, parce que vu qu'on arrive à chaque point le soir assez tôt, et du coup, en fonction de l'évolution des conditions, ça permet d'ajuster, d'abord que chacun comprenne un peu ce qu'on va faire le lendemain, et débriefer la veille. Et puis également identifier les alternatives qu'on peut avoir pour la journée suivante. Donc je pense que le RAID se prête beaucoup à ça. Oui, bien sûr, il y a des trucs facilitants. Mais est-ce que le challenge, c'est pas justement de le mettre en place dans les situations les plus difficiles? Alors, c'est quoi les situations difficiles? Eh bien, quand le timing est court, quand les participants sont pas, on va dire, adhérentes du faire ensemble, quand notre posture de guide, et là je me tourne vers Stéphano, quand nos clients ne sont pas ni demandeurs, ni risquent d'être très surpris du fait qu'on leur laisse faire la trace à la fois à la montée et à la descente. Peut-être que c'est à nous de se dire, eh bien oui, le challenge, hop, il est là. Et de la même manière que pour nous, c'est quelque chose de quotidien. Et l'histoire, c'est là, on a quelque chose de concret. Donc, essayons de le mettre en place. Ouais.
Je crois que je vais essayer Vas-y, de Dorothée. parler. Oui, bien sûr. Ouais, mon petit commentaire, là, oui, je voulais juste le dire parce que j'étais hyper étonnée ça m'a fait rire, quoi. Mais donc, je me souviens de 2 sorties où ça m'est arrivé, que le fait que c'était participatif, eh bien, j'ai déstabilisé certains hommes qui s'y attendaient pas et qui se sont demandé si finalement je gérais bien la sortie, quoi. Et si j'avais pas des difficultés. Et du coup, j'ai vraiment dû réagir, enfin m'en rendre compte, et j'ai réagi parce que je voulais surtout pas avoir voilà, des avis comme ça parce que c'était pas du tout le cas. Et puis j'ai trouvé ça drôle, quoi, en fait. Et du coup, maintenant, je sais que ça peut se passer, et puis je suis plus claire. Mais j'étais vraiment très étonnée et puis amusée, quoi, en fait. Donc, je m'y prends autrement maintenant. Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà. Mais peut-être que peut-être que cette carto des vigilances, peut-être que le faire ensemble peut donner une place. euh, Comment? Alors, faut faire attention aux termes. Beaucoup plus non genrée à nos interactions, même si forcément elles le sont. Mais peut-être que ça peut laisser une place différente à nos compagnes, à- aux personnes leaders féminins qui ont envie, qui ont besoin de prendre cette place-là. Et peut-être que cet outil-là peut faciliter ça. Alors, je ne sais pas, hein, peut-être Anne, ça peut lui parler, peut-être que, voilà, Maud, je ne connais pas, voilà. Mais moi, je trouve que c'est intéressant parce que, alors là, Dom va peut-être aussi éclairer l'histoire, ça rend explicite les choses. Ouais. Moi, j'ai vu que c'était hyper apprécié. Donc, globalement, les groupes, après, en effet, ils revenaient aussi pour ça. En fait, il y avait vraiment de l'intérêt. Et puis, disons, à la marge, j'ai eu voilà, cette réaction. C'était à la marge, ce n'était pas l'ensemble. Mais voilà. D'accord. Merci. Donc, Dom, est-ce que tu veux dire quelque chose pour conclure? Parce qu'on a dépassé de 6 minutes, donc voilà. Et puis après, vous savez que normalement, on a enregistré ça. J'espère que ça a marché. Si ça n'a pas marché, on aura vécu quelque chose d'éphémère et de très intéressant. Donc voilà, Dom, je te laisse conclure tranquillement. Bon, je ne sais pas trop ni comment conclure, ni s'il y a vraiment besoin. Je crois que en fait, c'est une porte ouverte, quoi, sur essayer d'intégrer des pratiques qui peuvent être un peu différentes. Puis, je trouve ça vraiment intéressant, les réactions aussi de Dorothée sur… parce que ça montre clairement que quand les postures, et là on sait bien que sur les stéréotypes de genre dans nos relations sociales, les postures elles sont sacrément cristallisées et que malgré les, les progrès qu'on peut imaginer sur ce registre-là, eh ben, c'est pas si simple et puis qu'il y a quand même des choses qui sont encore bien installées hein, dans le regard que les uns et les autres on peut porter sur ce que font les hommes, ce que font les femmes, là où est leur place, là où est… Finalement, ce qu'on ouvre comme piste de réflexion, ça touche quand même la façon dont on vit les choses. Voilà, là c'est sur la question des rapports de genre, mais on peut les développer hein, sur qu'est-ce qui est… voilà, c'est celui qui a la plus grande condition physique ou le meilleur skieur, est-ce qu'il a potentiellement un poids décisionnel qui est plus important que les autres? Est-ce que c'est quelque chose qui est tellement ancré dans nos modes de fonctionnement que ça devient plus possible d'être réinterrogé, etc., etc. Et on peut aller sur plein de registres différents. Et l'idée de co-construire un projet nécessairement met à plat ces questions-là. Hein, elles sont posées là, elles ne sont pas posées d'entrée de jeu, mais elles le sont de fait par rapport à la façon dont on parle, ce qu'on a envie de faire ensemble. Donc voilà, c'est ça qui nous motive aussi dans cette orientation. Bien sûr. Et donc, pour conclure vraiment, voilà, et
pourquoi on va là-dedans? Eh bien, de nouveau, principalement parce que c'est un enjeu de plaisir. Parce que pour moi, quand je suis avec mes compagnons de course, mes compagnons de randonnée, et pour répondre à Laurent, quel que soit le statut, même avec mes potes, et je suis dans une logique de plaisir. Et la qualité qui est recherchée, c'est avant tout cette qualité de plaisir. Et ça, c'est un axe. Et donc voilà. Donc c'est ce qu'on voulait vous partager. Eh ben, on verra bien comment ça se diffuse au fil du temps. Il faut bien se souvenir que ça met du temps et que pour passer d'un outil à un autre, ça se fait pas en claquant du doigt. Donc là, on est dans une phase de de co-construction. Et on peut dire que le fait que vous ayez participé à ces échanges, vous avez participé à un projet de recherche-action. Et tous les deux, avec Dom, on vous en remercie. Parce que des choses ont changé. Et donc, j'allais dire, continuer le combat, quoi. Comme le dit Philippe, oui, ça nous apporte quelque chose. Donc voilà, je vous remercie infiniment pour votre présence. Je vous remercie infiniment par vos commentaires, ici, là, mais déjà d'être là. Et ben voilà, à bientôt. Est-ce que quelqu'un veut finir quelque chose ou pas? Tout va bien? Est-ce qu'on peut clore ici? Eh ben, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Et puis, j'espère que l'enregistrement, il a marché. Voilà. Donc, à bientôt. Dom, si tu veux, on se refait un téléphone, ça ira bien comme ça. Voilà, je close ça. Je vous remercie infiniment et à bientôt. Salut Isa. Bye bye à tout le monde. Et je fais fin. Toc. Mettre fin à la réunion pour tous.